Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire vraiment troublante, celle de Christopher Beal et Taylor. On va s'appuyer sur des extraits d'une transcription vidéo. Tout commence de façon assez étrange. En mars 2024, Christopher a un accident, il est ivre, et il dit au secours qu'il a des visions, des flashs violents, et qu'il faut aller voir sa petite amie Taylor, il a peur pour elle. Oui, une entrée en matière qui fait froid dans le dos, hein. Notre but ici, c'est de décortiquer un peu les faits, la relation de ce couple, très marquée par l'alcool, les événements de cette nuit tragique, et puis les éléments qui ont conduit à la condamnation de Christopher. D'accord. Alors, pour commencer, le contexte de leur relation. Ils se sont rencontrés où déjà? Dans un centre de désintoxication, Country Oaks, en Iowa. C'était entre 2022 et 2023. Gère une rechute quasi immédiate après leur sortie. Et forcément, quand l'addiction revient comme ça, ça crée des tensions. Les voisins ont d'ailleurs rapporté des disputes fréquentes, quoi. Hmm. Et ça nous mène à la nuit du drame, celle du 13 au 14 mars 2024. Là, la consommation d'alcool explose, c'est ça? Ah oui, on parle de quantités énormes. Presque les trois quarts d'un gallon de vodka à deux. L'ambiance devait être... Enfin, on imagine. Au point que Taylor envoie un texto glaçant à un ami, Nick Seaman. Exactement, vers 23h30. Elle écrit Si je me fais tuer, c'était Chris. Ne réponds pas maintenant, il est fou. Un message terrible qu'il ne verra que le lendemain matin. Trop tard. Et elle a essayé de partir, je crois. Expert speaker. Oui, elle a contacté un autre ami, Mike Hollen, pour qu'il vienne la chercher. Mais manque de chance, il avait bu, lui aussi, il pouvait pas conduire. Le Uber, c'était trop cher. Voilà, apparemment ça coûtait dans les 160 $. Une somme énorme pour eux à ce moment-là, visiblement. Donc elle est restée. Coincé, Et peu de temps après, c'est l'accident de Christopher. oui, après 1 heure du matin. On le retrouve hagard, complètement ivre, il sent l'alcool à plein nez, il admet avoir énormément bu et il commence à parler, mais c'est confus. Des images d'une altercation très violente avec Taylor. C'est à l'hôpital que ça devient plus précis, plus inquiétant. Tout à fait. Là, il exprime carrément la peur de l'avoir battue. Il parle d'une batte de baseball. Il insiste, il donne l'adresse, le code de l'appart, pour qu'on aille voir si elle est vivante. Il parle d'images de lui en train de la frapper. Des aveux fragmentés, mais assez clairs pour alerter la police. Oui, une première patrouille passe vérifier vers 2h30, mais personne ne répond. Puis, après les déclarations plus détaillées de Christopher à l'hôpital, ils y retournent vers 4h. Et là, La porte n'est pas verrouillée, ils découvrent l'horreur. c'est ça. Le corps de Taylor ensanglanté juste derrière la porte. Il y a du sang partout dans l'appartement, une batte de baseball ensanglantée sur le canapé, un tournevis aussi ensanglanté, et la bouteille de vodka vide. La scène de crime parle d'elle-même en quelque sorte. Absolument. Christopher passe donc de conducteur ivre à suspect numéro 1 pour meurtre. Sa version à lui, c'est que Taylor l'aurait attaqué avec un couteau. Il plaide la légitime défense. Au début, oui. Il dit qu'il s'est défendu avec la batte, puis qu'il l'a poignardé pour, je cite, abréger ses souffrances. Tout en insistant sur ses trous de mémoire, ses blackouts. Ces fameux blackouts, c'est quoi exactement médicalement? Ce sont des épisodes d'amnésie qui peuvent survenir lors d'une intoxication alcoolique très forte. Le cerveau, en gros, n'enregistre plus les souvenirs pendant cette période. C'est souvent un argument en défense dans ce genre d'affaires. D'accord. Mais l'autopsie, elle raconte une autre histoire. Une histoire de violence extrême, oui. 40 coups de couteau, des blessures par objets contondants, compatibles avec la batte, la mâchoire brisée. Le procès s'ouvre en mars 2025. Et là, les témoignages des amis de Taylor sont importants, j'imagine. Cruciaux. Nick Seaman, Mike Holland, ils rapportent les messages, les appels à l'aide de Taylor. Et puis, il y a les policiers qui témoignent des aveux de Christopher, même confus, et de ce qu'ils ont vu sur la scène de crime. Speaker. Christopher témoigne lui-même aussi. Oui. Il admet l'alcool, il parle de souvenirs fragmentés, d'une dispute. Il reconnaît avoir pris la batte, l'avoir frappé, poignardé, mais il maintient l'histoire des trous de mémoire. Et malgré ça, le jury délibère très vite. En moins de 2 heures, ouais. Il le déclare coupable de meurtre au premier degré et de violence domestique avec intention de causer des lésions graves. Meurtre au premier degré, ça implique une intention, une préméditation. Ça suggère que le jury a estimé qu'il y avait une forme d'intentionnalité, oui, malgré les blackouts et la défense invoquée. La peine n'était pas encore prononcée en avril 2025, mais il risque la prison à vie sans possibilité de libération. Hot speaker. C'est une affaire qui illustre de manière tragique comment l'addiction peut mener au pire, comment la violence domestique s'installe. Les messages de Taylor, c'est poignant, ce sont des signaux d'alarme qui n'ont pas été entendus à temps. Expert speaker. Tout à fait. Et ça soulève une question vraiment complexe pour la justice.
Comment on évalue des aveux faits dans un tel état? Quand quelqu'un est sous l'emprise de l'alcool, en pleine détresse? Surtout quand ces aveux sont partiels, mais qu'en même temps les preuves matérielles semblent les confirmer. Oui. Quelle est la part de responsabilité consciente? Quelle est la fiabilité de la mémoire dans ces conditions extrêmes? C'est une question qui reste ouverte.